l'anglais comme, disons, une langue qu'on nous enseigne un peu comme le français. C'est dommage. Allez. Et il va falloir renverser la tendance et... Mesdames, Messieurs, bonjour. Chez vous, c'est le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le gouvernement du Bénin envisage de mettre fin à l'importation de produits congelés, notamment les poulets congelés et les œufs, d'ici la fin de l'année 2024. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors d'une rencontre d'échange qu'il a eue avec les producteurs de soja dans la commune de Savalou le 17 avril dernier. Quelle appréciation font les producteurs de volailles locales de cette déclaration du ministre? C'est à suivre dans ce 13h au Bénin. Ensuite, lundi dernier a démarré sur l'ensemble du territoire national les examens blancs nationaux. Les compositions s'achèvent ce mercredi dans l'Atakura. C'est le CEG de Boukoumbe qui a abrité le lancement des épreuves au plan départemental. Procédant au lancement des dites épreuves, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a exhorté les candidats à la sérénité. Et puis enfin, la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée ce mardi dans le monde, occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Dans le cadre de cette célébration, Canal 3 Bénin revient sur un mode de traitement non conventionnel qui est un problème majeur de santé publique, l'automédication. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, tout comme les autres candidats au BPC et puis au baccalauréat des autres départements du pays. Ceux de l'Atakura ont démarré les compositions dans la matinée de ce lundi dernier. C'est le CEG de Boukoumbe qui a abrité le lancement des épreuves au plan départemental. Procédant au lancement des épreuves, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a exhorté les candidats à la sérénité. Voici le reportage de Abdou Sabi Drissou à la Sanarona. Pour sa toute première sortie officielle après sa nomination à la tête de la direction départementale de l'enseignement secondaire à Takora, Hospice Kiati a choisi le CG de Boukoumbe. Ici, le docteur en philosophie, accompagné de quelques collaborateurs, est venu donner le top de l'examen blanc national initié à l'intention des candidats au BPC et au bac. 7h45, le voici face aux candidats pour les conseils usuels. Je voudrais vous dire de ne pas avoir peur. C'est une évaluation comme les autres. Vous avez l'habitude de composer depuis la 6e. Aujourd'hui, vous êtes en terminale. N'ayez pas peur. Notre objectif, c'est de vous préparer à mieux affronter les examens de fin d'année. Et nous avons choisi de lancer les examens blancs à Boukoumbe. Je crois bien que c'est un honneur. Et après la correction des copies, je souhaiterais avoir de bons résultats à Boukoumbe, au CEG Boukoumbe. C'est à 8h05 très précises que les premières épreuves ont été lancées avec un léger flottement que tente d'expliquer le chef du centre de composition. Par rapport au lancement, bon, il y a eu un retard de 5 minutes parce que il y a les discours, il y a beaucoup de choses qui ont marqué ce lancement-là. Le problème, c'est par rapport à la lumière. On n'a pas pu sonner parce qu'il y a une coupure de courant depuis hier. Avant même le lancement des dites épreuves, les candidats déjà en salle se disent prêts à affronter ces essais blancs, histoire de jauger leur niveau à mi-parcours. Concernant l'examen blanc, cet examen blanc, je suis prêt dans certaines matières.
Je suis prêt dans certaines matières et je vais essayer de me rattraper les soirs pour les autres matières. Je suis prête dans quelques matières, mais je vais me rattraper dans les autres matières. Dans le département de l'Atakora, ils sont au total 4 427 candidats à l'assaut de l'examen blanc du BPC et 2 845 candidats, toutes séries confondues, au baccalauréat blanc. Juste après l'étape de Bokombe, le DEDEPS et sa suite mettent le cap sur le CG1 de Natitengo pour s'assurer du bon déroulement des 10 essais blancs. Et puis les compositions s'achèvent donc ce mercredi. Vous aurez dans nos prochaines éditions l'appréciation des candidats. Le gouvernement du Bénin envisage de mettre fin à l'importation de produits congelés, notamment les poulets congelés et les œufs. D'ici la fin de l'année 2024, l'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors d'une rencontre d'échange qu'il a eue avec les producteurs de soja dans la commune de Savalou. C'était le 17 avril dernier. Quelle appréciation font les producteurs de volailles locales de cette déclaration du ministre? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction. Au 31 décembre 2024, on pouvait dire merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Voilà qui est bien dit par le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Plus de poulets et autres produits congelés sur le territoire national d'ici fin décembre 2024. L'annonce est faite lors d'une rencontre d'échange que l'autorité a eue avec les producteurs de soja de Doumé le 17 avril 2023 dans le département des Collines. Une nouvelle que les acteurs de la filière pour les bicyclettes ont tout fait d'apprécier. C'était une très belle... C'était avec grande joie que nous avons entendu ça à la télé et nous sommes sûrs que tout le monde a entendu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand vous êtes dans la production agricole ou avicole plus précisément, on se demande quel est l'avenir de ce secteur avec toutes les importations qu'il y a, notamment au niveau de la volaille et au niveau des œufs. Et donc c'est avec joie que nous avons appris cette nouvelle. Oui. Outre les producteurs, les consommateurs de volailles locales se disent également satisfaits de la déclaration du ministre Gaston Dossou-Oui. Nous faisons ici du 100% made in Bénin, pas de produits congelés, pas de produits de conserve, donc c'est comme si nos actions se sont fait voir et que nos voix se sont fait entendre. Une décision certes salutaire pour les consommateurs et producteurs locaux, mais un réel casse-tête pour les importateurs de volailles congelées. Pour ces acteurs, c'est une source de revenus non négligeable qui sera supprimée. Toutefois, ils ont encore jusqu'au 31 décembre 2024 pour se reconvertir ou changer de filière. De plus, un grand défi se dresse à l'horizon pour les aviculteurs locaux, celui de combler efficacement le vide que créera l'absence des produits congelés sur le marché béninois. Nous parlons santé à présent. Prendre une tisane, un paracétamol ou d'autres médicaments pour soigner un début de palu, voici autant de pratiques dans l'habitude des Béninois, un phénomène qui constitue un problème majeur dans la santé publique. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous vous parlons des risques liés à l'automédication. Reportage de Estelle Tofa, Estelle Kapa. Adrien est un quinquagénaire. Il se retrouve dans ce centre de santé après avoir soigné un paludisme qu'il s'est lui-même diagnostiqué. Insatisfait de son traitement, il a fait l'option de consulter un médecin. Il n'est pas le seul à avoir recours à des produits qu'il s'achète lui-même sans aucune ordonnance d'un spécialiste de santé. Je sais que quand j'ai la fièvre, c'est le palud toujours qui me dérange. Donc, je prends souvent les produits chez les bonnes dames sur la voie. Et après la prise des produits, le palud, ça dit la fièvre, ça continue toujours. Et c'est de là que j'ai décidé de venir à l'hôpital pour voir le médecin. Au début, c'est d'abord la fatigue, une forte fièvre. Les matins, quand on se réveille, on sent que la bouche est un peu amère. Donc voilà. En même temps, je pars à la pharmacie, j'achète du Atefon comprimé. Ensuite, après le traitement, je peux compléter un traitement traditionnel. Je prends du codo. Ensuite, de l'ananas que je mélange, je prépare, je fais une tisane avec, que je prends par la suite. J'ai tout un amalgame de comprimés
Et quand je sens ce mal, je me réfère à ce comprimé en même temps. Une habitude qu'on retrouve chez plusieurs Béninois. Il suffit de quelques symptômes avant-coureurs du paludisme pour se procurer un antipaludéen ou se référer à la vendeuse de tisane du quartier. C'est prendre soi-même des médicaments qui n'ont pas été particulièrement recommandés ou prescrits par un soignant, un médecin ou un soignant. Auto, tout seul, médication, on prend des médicaments. Une politique vraiment de lutte contre l'automédication qui passera effectivement par le fait que les pharmaciens, au jour d'aujourd'hui, ne délivrent plus de médicaments et que nous-mêmes, médecins, nous ne sommes plus officiellement autorisés, si j'en viens au palu, effectivement, à prescrire des antipaludéens sans avoir posé le diagnostic formellement d'un palu. Le diagnostic formel d'un palu, c'est l'accès facile pour nous et pour les soignants aux tests de diagnostic rapide. Ce sont des tests extrêmement pratiques parce qu'on ne pique pas beaucoup, on pique juste au bout du doigt. On met un peu de sang sur une bandelette et en 20 minutes, grosso modo, on a une réponse. Et surtout, si ce test dit non, ce n'est pas un palu, alors on sait que ce n'est pas un palu. Surtout pour les tisanes, les comprimés, ça c'est encore mieux parce que c'est dosé. Ce sont des réactions à doser. Pour les tisanes, ce n'est pas dosé. Ils ne savent pas pratiquement combien de doses ils prennent. Donc le mieux est, pour les tisanes, souvent ça crée beaucoup d'insuffisance rénale. L'utilisation des remèdes sans l'avis d'un spécialiste peut avoir des répercussions sur la santé. Celui ou celle qui pratique l'automédication s'expose à plusieurs risques. L'automédication reste un danger par ses effets toxiques, par ses effets inappropriés, par ses effets inadaptés. Vous êtes trop jeune pour avoir connu les traitements par la chloroquine qui ne coûtaient pas cher, sauf que la résistance a fait que ce médicament ne peut plus être utilisé, parce que justement, à force d'en avoir pris un peu, pas correctement, pas complètement, etc., bon, eh bien, au bout du compte, le plasmodium falciparum est devenu résistant et maintenant on ne peut plus en mettre, donc on l'a carrément retiré. D'accord ? On a été obligé maintenant de passer à des médicaments où il y a 2 molécules dedans, c'est des bithérapies. Mais donc, la résistance à l'échelle environnementale, écologique, mondiale est très importante parce que quand on n'aura plus nos médicaments actuels, il faudra bien qu'il y ait des laboratoires qui en aient fabriqué d'autres, et dans ces cas, probablement avec un coût supérieur. Donc, à toutes les échelles, individuelles comme collectives, comme mondiales, l'automédication est un danger. Vouloir soigner le paludisme soi-même est un choix périlleux. Comme bien d'autres maladies, le paludisme se traite après un diagnostic fait par un médecin qui indique les produits à prendre, chacun dans son cas. Et puis d'autres informations à partager avec vous. Dans le cadre de cette célébration au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 625 000 à 619 000 de 2020 à 2021, mais est resté supérieur à 568 000 décès estimés en 2019. Avant que la pandémie de la Covid-19 ne frappe, les cas de paludisme n'ont pas cessé d'augmenter en 2021, mais à un rythme plus lent que sur la période 2019-2020. Et puis en faisant le bilan des 2 années de pic de la pandémie, le rapport 2022 sur le paludisme dans le monde montre que l'impact cumulatif de la Covid-19 a été considérable. En 2020 et en 2021, près de 63 000 décès supplémentaires et 13 millions de cas de paludisme peuvent être attribués aux perturbations engendrées par la Covid-19. La majeure partie d'entre eux ayant été enregistrés dans la région Afrique de l'OMS. Et puis toujours en santé, les règles encadrant l'interruption volontaire de grossesse au Bénin sont désormais connues. Elles ont été édictées par le gouvernement à travers un décret pris en Conseil des ministres, un acte qui fixe les limites à ne pas franchir dans la pratique des IVG, aussi bien par les médecins que par celles qui en formulent la demande, en même temps qu'ils protègent chacune des parties prenantes. Les précisions dans ce récit de la rédaction. Seules les personnes ayant qualité de médecin, sage-femme ou infirmier dûment habilités peuvent pratiquer l'interruption volontaire de grossesse IVG. Le secret professionnel et l'impératif de l'exposition à la patiente des risques particuliers associés à chaque procédure, quelle que soit la cause de la sollicitation, sont aussi requis chez le professionnel de santé qui doit s'assurer de son consentement libre, éclairé et renouvelé. Dans ce décret d'application de la loi,
le gouvernement fait obligation aux formations sanitaires d'assurer une prise en charge psychologique et sociale de la patiente avant et après l'intervention. Dans les circonstances où les convictions religieuses ou philosophiques du professionnel de santé l'empêchent de pratiquer l'IVG, il lui est reconnu la clause de conscience à travers une dérogation. Pour rappel, ce décret est un texte d'application de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars relative à la santé sexuelle et à la reproduction entrée en vigueur il y a plus d'1 an. De l'ensemble de ces dispositions prises par le gouvernement transparaît sa volonté manifeste de réguler l'avortement, un acte qui ne doit pas être banalisé. Ainsi, en cas de violation des règles fixées par le décret, seront appliquées les sanctions conformes au texte en vigueur. La nouvelle législation relative à la santé sexuelle et à la reproduction représente une révolution pour le Bénin, levant le voile sur un sujet considéré comme tabou jusque-là. Sa pertinence émane des dernières enquêtes démographiques et de santé qui révèlent qu'il s'observe de plus en plus une précocité des rapports sexuels chez les jeunes femmes. Entre les années 2017 et 2018, la proportion des femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans est de 59%. Les adolescentes, quant à elles, représentent 20% des décès maternels enregistrés au Bénin. Des statistiques qui se déclinent en grossesse non désirée et des avortements clandestins aux issues fatales. Étant un levier social de première importance, la santé sexuelle et reproductive doit être prise en compte pour une réduction de mortalité maternelle et infantile. Ce décret représente ainsi une politique qui amènera à l'épanouissement de la femme et de la famille. Le tourisme local ou le tourisme domestique est une forme de tourisme qui permet à des habitants d'un pays de parcourir les sites touristiques qui résident dans chaque localité d'un pays. Au Bénin, cette pratique semble peu intéresser 2 Béninois sur 5 ont visité une fois un site touristique. Et quel est l'état des lieux, bien entendu, de ce secteur du tourisme local et surtout comment on peut développer le tourisme local? Élément de réponse dans ce reportage de la rédaction signé Florence Bossa, Peradiano. Le Temple des Pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai déjà visité un site touristique une fois, et le Temple des Pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le temple des Pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pendjari, les Tata Somba ou encore la cité lacustre de Ganvier dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai pas oublié le nom, mais il y a le royaume où il y a les trésors royaux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royal là-bas, donc j'ai visité ça. Après ça, je suis allée à la forêt sacrée. J'ai visité un peu 2 années de suite, mais après ça, plus rien. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, Ganvier. Mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source thermale qui est à Posotomé, oui, que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur 4 points essentiels. Transport, vous parlez de l'hébergement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région où quelque part il y a de l'animation, vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis un transport, c'est le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire.
les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent à faire d'une manière ou d'une autre. Quand ils se déplacent maintenant vers l'endroit, ils doivent passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'ils visitent un site, il y a les droits de visite de site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes. Parlons sport à présent. Le ministre russe des Sports était en visite de travail au Bénin. Ce 25 avril 2023, il est reçu en audience par son homologue béninois, Osvaldo Meki. Les deux hommes ont effectué une visite des infrastructures sportives à la suite de la signature du mémorandum d'entente pour les activités physiques et sportives. Le compte rendu avec Ali Momouni. Voici l'étape la plus importante de la visite de travail au Bénin du ministre de la Fédération russe des Sports. Signature et échange de paraphes pour marquer la nouvelle alliance entre les deux nations pour le développement du sport. En signant ce genre de mémorandum, nous faisons le monde plus stable. En fait, le sport, c'est ce qu'il y a du commun entre les peuples. C'est un moyen des principes de base. C'est le respect de l'histoire, c'est le respect de des traditions. À travers ce mémorandum d'entente pour les activités physiques et sportives, le Bénin bénéficiera de l'expertise russe en matière de formation des formateurs. La collaboration entre les équipes locales et celles de la Russie est également contenue dans les clauses de la nouvelle coopération. Le Bénin est un pays qui est rempli de talents sportifs dans l'ensemble de nos 77 communes et aussi de notre diaspora. Pendant longtemps, nous avons malheureusement manqué de structurer la transformation de ces talents en performances sportives. Et c'est ce travail qui est en cours depuis quelques années maintenant et qui nous a permis de remettre le sport d'abord à l'école, ensuite de réorganiser le sport de masse ainsi que le sport d'élite. La journée de travail, c'est aussi le tête-à-tête entre les deux ministres et la visite des infrastructures. Au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, l'hôte et sa délégation ont parcouru les différents compartiments de l'installation. La pelouse, la salle de conférence et d'autres pièces importantes du stade. La tournée a continué à Grand Popo, où le ministre russe est allé voir les installations de l'un des 22 stades omnisports construits par le gouvernement du Bénin. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Mais avant, quelques grandes décisions prises en Conseil des ministres en termes de mesures normatives. Adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin, révision du décret fixant la procédure de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit des amendes et confiscations, nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, ainsi que de son commissaire au compte suppléant, renouvellement de l'agrément de la société Pecafo Industrie pour l'exploitation de salles de jeu, approbation bien entendu des statuts révisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration, approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques, et puis attribution et composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité en termes de communication. Contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Contractualisation également avec diverses structures dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois et mise en place et suivi d'un système intégré d'information de gestion de l'archivage et de la communication
en imagerie médicale dans les formations sanitaires du Bénin et mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Pour finir, quelques mesures individuelles. Nominations suivantes ont été prononcées à la présidence de la République. Ministre conseiller aux investissements, M. Olusegun Adjadi Bakari, directeur général de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, M. Souaïbou Varissou, au ministère de la Santé également, deuxième secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles et puis les épidémies, M. Aditi Marus Paten Houdé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, M. Sourou Raymond Quintomoro, et puis directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi et puis de Soava, M. Nicolas Ayeleroun Ayedayo, au ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle à présent, directeur départemental de l'UME suite à l'appel à candidature et après avis favorable du Conseil national de l'éducation, M. Maouillon Sévérin Menhuenou. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.